Est-ce que tu vas vraiment le faire, boss? Oui, bien sûr que oui, il l'a fait, il l'a encore fait. Kanki, qui est déjà l'homme le plus détesté de Zhao, vient d'ajouter une nouvelle œuvre macabre à sa collection. Après l'arche de Kokuyu, on a l'arbre de Gian. On se dirige vers la dernière partie de la bataille et la hype est bien de retour. Mais calmons-nous un peu et reprenons les choses dans l'ordre. Les troupes de Qin à l'intérieur de Gian se disent bon, on n'a plus le choix, on doit tenir le siège jusqu'à l'arrivée des renforts, jusqu'à l'arrivée d'Usen, et c'est là que Kanki lâche un Usen ne viendra pas. Et c'est vrai que Kanki connaît très bien le personnage. Usen, c'est quelqu'un de très prudent, il a pris conscience du piège de Riboku, donc même s'il veut venir, il prendra toutes ses précautions avant. On l'a vu la semaine dernière, il veut d'abord capturer Romu et une autre forteresse, donc Kanki se dit laisse tomber. Oublions les renforts, on ne peut pas compter sur eux, il faut se débrouiller tout seul et trouver une autre solution. Même dans la pire des situations, Kanki ne compte pas baisser les bras et cherche une nouvelle parade. Et là, on a une planche que j'adore. T'as Kanki qui se perd dans ses pensées. Ara sait très bien ce qu'il fait. Il veut nous faire le cliché du personnage qui repense à des bons moments avant de mourir, mais non, ça marchera pas. Ara, je suis persuadé que Kanki va survivre à cette bataille. En tout cas, on a eu droit à un très court échange, mais qu'est-ce qu'il était intense. J'ai eu des frissons. J'étais comme Shobun-kun quand le roi de Ki et Sei se sont présentés. T'as Kanki qui dit à Shio quelque chose du genre c'est toujours les gens les plus gentils comme toi qui souffrent le plus. Ça veut dire que par le passé, Kanki a déjà vécu ce genre de situation tellement de fois que c'en est devenu presque une fatalité pour lui. Et c'est quelque chose qui, je pense, au fond, l'attriste énormément. On revient à cette forme d'injustice qui était le moteur de Kanki durant sa jeunesse. Et t'as Shio qui dit quelque chose de tout aussi triste, de tout aussi émouvant. Elle dit Kanki, les gens comme toi qui voient vraiment le monde tel qu'il est, sans tous ces artifices, vous qui connaissez les réalités de ce monde, vous souffrez 2 fois plus que les autres. Vous connaissez tous ce proverbe, heureux sont les simples d'esprit. Kanki, qui est quelqu'un de très fier, dit mais t'es folle, moi souffrir, jamais, c'est pour les autres ça, pas pour moi. Bref, ils forment tous les deux un couple très mignon et il est évident que notre bandit était amoureux de Shio. On peut être sûr maintenant que c'est bien la mort de Shio qui l'a poussé à quitter le clan Saki, peut-être pour essayer de l'oublier et d'atténuer sa douleur. Alors peut-être que ça a marché un certain temps, mais je pense qu'il n'a jamais vraiment su l'oublier. Et c'est pourquoi aujourd'hui il se tape sa petite sœur, qui en grandissant ressemble de plus en plus à sa grande sœur, du moins physiquement. Histoire sombre un peu, on se croirait dans Game of Thrones. Au début de son flashback, je vous avais dit que Shio pouvait être l'équivalent de Shika pour Sei, un personnage qui lui apporte de la lumière, mais Kanki a dû perdre cette lumière aussitôt que Shio est morte. Sa vie, c'est vraiment une tragédie. Bref, l'immense armée de Riboku arrive, ils se mettent en place et commencent le siège. Donc ils montent tranquillement sur les murs et là ils sont choqués. Ils se rendent compte que la ville est totalement vide. L'armée de Kanki a disparu. Alors ils fouillent minutieusement chaque coin de la ville, mais il n'y a vraiment rien. Et la question qu'on se pose tous maintenant, c'est dans quelle direction Kanki est parti. Les éclaireurs de Zhao ont été massacrés à l'est de Gian, ce qui laisse penser que l'armée de Kanki se dirige vers l'est. Ce qui est étonnant car aller à l'est c'est s'enfoncer dans les terres de Zhao. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Riboku lui fait tout de suite le lien avec le château de Hika car c'est la ville qui abrite les civils venus de Gian et de Sekirei. Il y aurait 100 000 civils, de quoi faire un immense massacre. C'était une supposition mais un élément va confirmer que la cible de Kanki est bien Hika. Et cette preuve c'est la nouvelle œuvre macabre du clan Saki. D'ailleurs ils ont laissé un petit message dessus, je vais faire du sale à Hika, je vais encore plus choquer ce royaume. Ça me fume le contraste avec le début du chapitre où on est presque attendri par le passé de Kanki et son nouveau massacre à la fin. Alors la question que je me pose maintenant c'est est-ce que Kanki va vraiment aller à Hika faire ce massacre? Perso je dirais que non. Admettons que Kanki réussisse à massacrer les 100 000 civils de la ville. Et après, il fait quoi? Il aura plus aucun échappatoire. Si c'est pour rester coincé, autant rester coincé à Gian. À moins qu'il veuille faire un dernier grand massacre pour augmenter ses stats avant de mourir. Pour moi on se retrouve comme pendant l'arc de Kokuyu, c'est-à-dire que Kanki veut obliger les forces de Zhao à quitter leur position pour aller sauver une ville et qu'il utilise ce stratagème comme d'une feinte pour pouvoir s'enfuir. Bien sûr, Riboku va se douter que c'est peut-être une feinte. Si ça ne l'était pas, Kanki n'aurait pas laissé de message pour confirmer entre guillemets que Hika est son objectif. Il l'aurait attaqué secrètement. Mais Riboku est dans une situation très difficile. Même s'il se persuade que c'est une feinte, la probabilité que Kanki le fasse vraiment n'est pas de 0 parce que Kanki est imprévisible, il est capable de tout. C'est pour ça que Riboku a dit dans le dernier chapitre que Kanki est le pire adversaire pour lui. Même si la probabilité
probabilité que Kanki fasse un massacre est très faible, Riboku est obligé de considérer ce risque car en face c'est Kanki. Donc par précaution, Riboku va sûrement diviser son armée en deux. Une partie qui va aller en urgence à Ika et l'autre partie qui va chercher Kanki autre part. Et au vu de la menace qui pèse sur Ika, Riboku devra probablement envoyer ses cavaliers les plus rapides. Vous savez, ces fameux cavaliers tellement rapides qu'ils ont même déjoué les pronostics d'Uki à Bayou, ce qui va permettre à Kanki de gagner du temps dans sa fuite. Maintenant, si on admet que le plan de Kanki c'est bien de feinter Riboku, où est-ce qu'il peut aller? Il va, je pense, essayer de rejoindre lui-même Usen pour essayer de sortir de la cage de Riboku. Sur la route, il pourrait même croiser Eki. Après, est-ce que Kanki pourrait pas en profiter pour aller dans une autre direction pour continuer à foutre la merde en attaquant d'autres villes? Tout est possible, c'est le retour de la guerre psychologique de Kanki. Ça doit être extrêmement épuisant mentalement de l'affronter, même quand on s'appelle Riboku, car la moindre erreur peut causer la mort de milliers de civils. Et gardons en tête que Naki voulait discuter avec Kanki avant le début de cette bataille, et que juste avant ça, il était parti patrouiller dans la zone. Donc est-ce qu'il a découvert quelque chose qui pourrait permettre à Kanki de s'enfuir? On verra bien. En tout cas, j'ai trop hâte de voir la suite. Sinon, je me demande aussi s'il y a eu encore une fois un face-à-face entre Shin et Kanki. Shin était là quand Kanki a appelé le clan Saki, ça a sûrement dû péter. Ou peut-être que Shin a compris que c'était vraiment nécessaire dans cette situation, mais ça m'étonnerait. Les amis, on s'approche de la fin de la bataille et Arad n'a pas encore fini de nous surprendre comme je le dis à chaque fois. Pas de pause la semaine prochaine, on va bien manger. Allez, ciao!